Août 1943. Sicile. Le général George Patton vient de orchestrer l'une des campagnes les plus brillantes de la guerre, s'emparant de Palermo et devançant les Britanniques sur Messina. Son nom fait la une de Time et de Newsweek. Les Allemands le craignent plus que tout autre commandant allié. Mais dans 2 temps d'hôpital, Patton a commis des actes qui pourraient tout faire basculer. Il a frappé 2 soldats, souffrant d'épuisement au combat, les traitant de lâches. Les médecins militaires ont rédigé des rapports officiels. Les incidents sont parvenus au commandant suprême, Dwight Eisenhower, et ils sont accablants. Selon le droit militaire, frapper un subordonné est passible d'une cour martiale. Le Congrès exigera la destitution de Patton dès qu'il en aura connaissance. La presse est au courant de tout et attend l'autorisation de publier. Eisenhower, seul dans son quartier général, lit les rapports, confronté à une décision impossible. Le commandant américain le plus agressif et le plus victorieux sur le champ de bataille venait de lui donner toutes les raisons de le limoger. Les paroles suivantes d'Eisenhower allaient déterminer non seulement le sort de Patton, mais aussi l'issue de la guerre en Europe. La campagne de Sicile avait été un triomphe. En seulement 37 jours, la 7e armée de Patton avait écrasé la résistance allemande et italienne acharnée, capturé plus de 100 000 prisonniers et établi une fois pour toutes que les forces américaines pouvaient égaler l'efficacité au combat de n'importe quelle armée au monde. Le stigmate du col de Kasserine, où les troupes américaines avaient été mises en déroute par l'Africa Corps de Rommel quelques mois auparavant, avait été effacé. Patton avait prouvé qu'un commandement américain offensif pouvait obtenir des résultats spectaculaires. La campagne avait mis en lumière tout ce qui faisait de Patton un commandant exceptionnel. Son instinct d'exploitation était sans égal. Tandis que le maréchal britannique Bernard Montgomery progressait méthodiquement contre les défenses allemandes dans le secteur oriental, Patton avait pris l'initiative à l'ouest. Il s'empara de Palermo lors d'une attaque éclair qui prit l'ennemi totalement au dépourvu, puis fit pivoter toute son armée vers l'est et mena Montgomery à Messina. L'opération Jinxu, visant à prendre le port nord-est de la Sicile, devint légendaire, Patton incitant personnellement ses commandants à maintenir l'élan malgré les difficultés de ravitaillement et le terrain accidenté. Plus important encore, Patton avait démontré que les forces américaines pouvaient mener des opérations interarmes complexes avec la même habileté qui avait rendu la Wehrmacht allemande si redoutable. Son recours aux manœuvres amphibies pour contourner les positions défensives allemandes témoigna d'une innovation tactique. Sa coordination entre blindés, infanterie, artillerie et appui aérien rapprochés prouva que les commandants américains avaient tiré les leçons de la guerre de mouvement. Au moment de la chute de Messina, le 17 août, les Allemands savaient qu'ils faisaient face à un adversaire redoutable en la personne de Patton. Des rapports de renseignements interceptés par les cryptanalystes alliés révélaient que les commandants allemands considéraient Patton comme le plus compétent et le plus menaçant de tous les généraux alliés. Ils étudiaient ses tactiques et anticipaient ses mouvements avec un respect qu'ils n'accordaient à aucun autre commandant américain. Cet avantage psychologique était inestimable. Lorsque les stratèges allemands, après avoir positionné leurs meilleures unités et alloué des réserves, ils ont pris en compte les actions potentielles de Patton au cœur de leur calcul. Un général avait semé le doute au sein de l'ensemble du haut commandement allemand. Eisenhower reconnaissait pleinement la valeur de Patton. Dans une lettre adressée au chef d'état-major de l'armée de terre, George Marshall, datée du 24 août, Eisenhower attribua le succès de la campagne de Sicile directement à l'énergie, la détermination et l'agressivité inébranlable de Patton. Il ne s'agissait pas de vaines éloges. Eisenhower comprenait le commandement militaire au plus haut niveau, et il savait que certaines qualités ne pouvaient être ni enseignées ni fabriquées. Patton possédait une compréhension instinctive de la guerre de mouvement, une capacité à maintenir une pression constante sur l'ennemi et une volonté de prendre des risques calculés que des commandants plus prudents évitaient. Mais Eisenhower connaissait aussi intimement les faiblesses de Patton. Ils avaient servi ensemble pendant des années. Eisenhower comprenait que le génie de Patton sur le champ de bataille coexistait avec de graves lacunes de jugement, notamment en ce qui concerne son comportement public et son traitement des subordonnés.
Les entrées de son journal et ses lettres privées révélaient un homme convaincu de son destin à diriger de grandes armées, méprisant ceux qu'il considérait comme faibles et totalement dépourvus de finesse politique. Ces traits de caractère avaient déjà causé des problèmes et en causeraient de nouveaux. Les incidents de gifles représentaient les défauts de Patton sous leur jour le plus destructeur. Le 3 août, lors d'une visite à l'hôpital d'évacuation numéro 15 près de Nausea, Patton rencontra le soldat Charles Cool, qui semblait physiquement indemne. Lorsque Cool expliqua qu'il était hospitalisé pour des problèmes nerveux et qu'il ne supportait pas le stress des combats, Patton entra dans une colère noire. Il gifla le soldat avec ses gants, le traita de lâche et le mit à la porte de la tente de l'hôpital. Le personnel médical assista, sous le choc, à la scène où leur général commandant réprimandait un soldat qui souffrait réellement de ce que l'on appelle aujourd'hui un syndrome de stress post-traumatique. 7 jours plus tard, Patton réitéra son comportement à l'hôpital d'évacuation numéro 93, près de Saint-Stéphane. Le soldat Paul Bennett, assis et tremblant, confia à Patton qu'il avait perdu ses nerfs et qu'il ne supportait plus les bombardements. Patton le gifla 2 fois, puis sortit son pistolet et le menaça de l'abattre sur le champ pour l'acheter. Le personnel médical dut intervenir pour éviter l'escalade. Des dizaines de soldats et de membres du personnel médical furent témoins de l'incident, assurant ainsi une diffusion rapide de l'information au sein de la 7e armée. Les médecins qui assistèrent aux événements en comprirent immédiatement la gravité. Le colonel Donald Courrier, commandant de l'hôpital d'évacuation numéro 93, fut particulièrement bouleversé par ce qu'il avait vu. Patton n'avait pas seulement perdu son humeur, il avait agressé physiquement des patients sous soins médicaux et menacé l'un d'eux de violences mortelles. Devant son état-major, Courrier a transmis un rapport détaillé, par voie médicale, au général de brigade Frédéric Bless, chirurgien en chef d'Eisenhower au quartier général des forces alliées. Le rapport concernant l'incident du 10 août était particulièrement accablant car il comprenait des témoignages oculaires de plusieurs membres du personnel médical. Il décrivait Patton giflant Bennett, l'insultant à plusieurs reprises, et sortant son pistolet à crosse d'ivoire, tout en criant qu'il devrait abattre le soldat pour l'acheter. Les témoins notèrent que Bennett souffrait réellement d'épuisement au combat et ne posait aucun problème disciplinaire, si ce n'est son incapacité à continuer à se battre. Le personnel médical considéra le comportement de Patton non seulement inapproprié, mais potentiellement criminel au regard du droit militaire. Simultanément, le lieutenant-colonel Parrain, long médecin qui avait enquêté sur les 2 incidents, rédigea un rapport complet intitulé « Maltraitance des patients dans les tentes d'accueil », daté du 16 août. Sa documentation comprenait des dossiers médicaux prouvant que le soldat Cool avait été diagnostiqué comme souffrant d'épuisement à plusieurs reprises durant la campagne et que son état était légitime. Le rapport de Long indiquait clairement que les 2 soldats souffraient réellement de fatigue de combat et non de simulation ou de lâcheté. Patton avait agressé des hommes malades qui méritaient des soins médicaux et non une punition. Le chirurgien du Duy-Corps, le colonel Richard Arnest, rédigea également un rapport qui parvint au lieutenant-général Omar Bradley, commandant de 2 corps. Bradley se trouvait face à un choix difficile. Il comprenait la valeur de Patton en tant que commandant de combat, et lui était personnellement loyal. Mais les rapports décrivaient un comportement qui violait les normes fondamentales de la conduite militaire et de la décence humaine. Bradley mit le rapport sous clé, ne prenant aucune autre mesure que de s'assurer qu'Eisenhower recevrait l'information par d'autres voies. C'était un acte de loyauté qui permit de gagner du temps, mais qui ne pouvait étouffer la vérité indéfiniment. Le général Blessy remit les rapports médicaux consolidés à Eisenhower le 16 août. Le commandant suprême les lut avec une inquiétude croissante. Les incidents étaient plus graves que ce qu'il avait initialement appris par des voies informelles. Eisenhower était confronté à une crise de commandement aux profondes conséquences pour les opérations alliées. Selon le Code uniforme de justice militaire, frapper un subordonné était un délit passible d'une cour martiale. Les témoins étaient nombreux et crédibles. Si Eisenhower suivait la procédure, il devrait convoquer une enquête formelle qui ne pourrait aboutir qu'à la destitution de Patton et à d'éventuelles poursuites judiciaires.
Mais Eisenhower comprenait également la situation stratégique. Le débarquement allié en Italie était prévu pour septembre. La planification de l'opération Overlord, le débarquement en France, était déjà en cours. Ces deux opérations nécessiteraient des commandants compétents et dynamiques, capables de mener des opérations amphibies complexes, suivies d'une exploitation rapide. Patton venait de démontrer précisément ses capacités. En Sicile, le relevé de son commandement priverait les Alliés de leur spécialiste le plus aguerri de la guerre de mouvement à un moment critique. Eisenhower envoya le général Blessy en Sicile avec pour mission d'enquêter personnellement sur les allégations et de remettre une lettre à Patton. La lettre, datée du 17 août, fut l'une des réprimandes les plus sévères jamais adressées par un général à un autre. Eisenhower y exprima sa position avec une clarté implacable. Il déclara comprendre que des mesures fermes et drastiques étaient parfois nécessaires pour atteindre les objectifs militaires, mais que cela n'excusait en aucun cas la brutalité, les mauvais traitements infligés aux malades, ni les accès de colère devant ses subordonnés. Le passage le plus significatif remettait en question la capacité de Patton à faire preuve de discernement et d'autodiscipline, nécessaire pour maintenir un haut commandement. Eisenhower écrivit que si les allégations étaient fondées, il devait sérieusement mettre en doute le discernement et l'autodiscipline de Patton, au point de remettre sérieusement en question son utilité future. Il ne s'agissait pas d'un langage bureaucratique. C'était une déclaration directe indiquant que la carrière de Patton était en jeu. Eisenhower nota que les services personnels rendus par Patton aux États-Unis et à la cause alliée étaient d'une valeur inestimable. Mais même cela ne pouvait excuser ce qui s'était produit. L'implication était claire. Un incident de plus et Patton était fini. Surtout, Eisenhower informa Patton qu'aucun compte rendu officiel des incidents ne serait conservé au quartier général allié, si ce n'est dans ses dossiers secrets personnels. Cette décision était calculée, les rapports étant conservés dans ses dossiers secrets plutôt que par les voies officielles. Eisenhower se réserva la possibilité de protéger Patton, tout en conservant les preuves nécessaires pour le destituer si les circonstances l'exigeaient. Ce fut une leçon magistrale de commandement et de flexibilité sous pression. La décision d'Eisenhower de traiter les incidents de gifle par voie administrative, plutôt que par une cour martiale, n'était pas simplement un acte d'amitié ou de favoritisme. Elle reflétait un calcul froid visant à gagner la guerre. Le commandant suprême comprenait que la guerre moderne, au niveau opérationnel, exigeait des talents spécifiques, rares même parmi les officiers professionnels. La planification stratégique pouvait s'apprendre. La logistique pouvait s'acquérir par l'étude et l'expérience. Mais la capacité de maintenir une pression offensive implacable, de pressentir les signes de faiblesse de la résistance ennemie, et d'exploiter ces moments impitoyablement, d'inspirer les soldats à accomplir ce qu'ils croyaient impossible. Ces qualités étaient inhérentes à certains commandants et absentes chez d'autres. Patton possédait ces qualités à un degré exceptionnel. Son action en Afrique du Nord, où il avait pris le commandement du corps sécu après Kasarine, lui avait immédiatement redonné son moral, a démontré sa capacité à transformer des unités démoralisées en forces de combat efficaces. Sa diplomatie avec les forces françaises de Vichy au Maroc a permis d'éviter un bain de sang potentiel lors des débarquements. Sa conduite de la campagne de Sicile a été un modèle de guerre mobile. Ses succès n'étaient pas dus à la chance ou aux circonstances. Ils reflétaient un véritable génie militaire appliqué au niveau opérationnel. Eisenhower a également pris en compte le point de vue allemand. Grâce aux renseignements électromagnétiques, les Alliés savaient que les commandants allemands évaluaient les généraux ennemis en essayant constamment de prédire la stratégie alliée en fonction de qui commandait des opérations spécifiques. Les Allemands avaient identifié Patton comme exceptionnellement dangereux après la Sicile. Ils ont étudié ses tactiques et craignaient son agressivité. Si Patton disparaissait soudainement de la structure de commandement allié, les services de renseignement allemands le remarqueraient immédiatement et en concluraient, à juste titre,
qu'il avait été écarté pour raison disciplinaire. Cela éliminerait l'avantage psychologique que lui conférait sa réputation. Le commandant suprême était soumis à des pressions de toutes parts. Le secrétaire à la guerre, Henry Stimson, et le chef d'état-major de l'armée, George Marshall, devaient être informés et tous deux auraient un avis sur la manière appropriée de gérer la situation. Le corps de presse couvrant la campagne de Sicile. Eisenhower était déjà au courant des incidents par le biais du réseau militaire informel. Il rencontra les correspondants de guerre et leur expliqua la situation avec franchise. Il leur dit que Patton était indispensable à l'effort de guerre et leur demanda de taire l'affaire pour le bien des opérations alliées. Les correspondants conclurent un pacte informel. Dirty Bess, du Saturday Evening Post, assura à Eisenhower que les journalistes étaient avant tout américains et ensuite correspondants. Il comprenait que la publication de l'article créerait une crise de relations publiques susceptible d'entraîner la destitution de Patton, indépendamment de toute nécessité militaire. Chaque mère américaine craindrait que son fils ne soit le prochain à subir la colère de Patton. La pression politique serait irrésistible. Ainsi, les journalistes, y compris Ernie Peel, qui connaissait tous les détails, n'écrivirent rien sur les incidents. Ce fut un acte extraordinaire de retenue journalistique, motivé par la solidarité en temps de guerre. Mais Eisenhower savait que ce silence ne pouvait durer éternellement. Tôt ou tard, quelqu'un révélerait l'affaire. Par devoir patriotique ou sous la pression de la concurrence. Lorsque cela se produirait, il se devait d'avoir pris des mesures correctives claires. Ceci explique son exigence que Patton présente ses excuses. Personnellement aux deux soldats, au personnel médical témoin des incidents et à chaque division sous son commandement. Ces excuses démontreraient que Patton avait été puni et avait assumé la responsabilité de ses actes. Elles lui offriraient une couverture politique lorsque l'inévitable polémique éclaterait. Eisenhower informa également le général Marshall des incidents dans une correspondance soigneusement rédigée. Il loua les succès de Patton en Sicile tout en notant qu'il continuait de manifester des traits de caractère regrettables. Eisenhower expliqua les mesures correctives qu'il avait ordonnées et exprima sa confiance que Patton modifierait son comportement car il était avide d'être reconnu comme un grand commandant militaire. Le message adressé à Marshall était clair. Patton restait précieux malgré ses défauts, et Eisenhower avait géré la situation sans intervention de Washington. La décision de protéger Patton comportait des risques qu'Eisenhower comprenait parfaitement. Si Patton commettait une autre indiscrétion publique, le jugement d'Eisenhower serait remis en question. Si les incidents de gifles étaient rendus publics avant que Patton n'ait prouvé sa valeur par des succès sur le champ de bataille, les répercussions politiques pourraient nuire au département de la guerre et à l'unité des Alliés. Eisenhower misait sa réputation, et potentiellement son commandement, sur la capacité de Patton à se maîtriser suffisamment longtemps pour justifier la protection dont il bénéficiait. La réponse de Patton à la lettre d'Eisenhower révéla la psychologie complexe d'un commandant brillant, mais profondément imparfait. Il rédigea une réponse datée du 29 août, exprimant des remords concernant les incidents tout en défendant sa philosophie sous-jacente. Patton soutenait que l'épuisement au combat était souvent simulé, que les soldats faibles contaminaient les autres par leur lâcheté, et qu'une discipline rigoureuse était nécessaire pour maintenir l'efficacité au combat. Il s'excusa de ses méthodes tout en insistant sur la justesse de ses intentions. Cette réaction montra que Patton comprenait avoir franchi une limite, sans pour autant saisir pleinement pourquoi ses actions étaient erronées. Les excuses qu'il devait présenter à ces divisions devinrent une épreuve pour Patton. Devant des milliers de soldats entre le 24 et le 30 août, il prononça des discours soigneusement préparés, louant leur performance au combat tout en admettant avoir parfois été trop sévère. Il ne fit que de vagues allusions aux incidents précis, sans jamais pleinement reconnaître ses torts. Ces discours furent humiliants pour un général qui s'enorgueillissait de projeter une confiance et une autorité absolue, mais ils furent aussi révélateurs. Lorsque Patton s'est présenté devant la 3e division d'infanterie pour présenter ses excuses finales, les soldats se mirent à scander « Non, général, non, non », pour l'empêcher de continuer. Leur réaction de soutien démontra que de nombreux soldats de première ligne
sympathisait avec l'approche ferme de Patton en matière de discipline. Même lorsque ses actions spécifiques avaient été excessives, Eisenhower utilisa les excuses pour démontrer que des mesures correctives avaient été prises. Mais il commença également à positionner Patton pour les opérations futures, de manière à maximiser ses atouts tout en minimisant les risques de nouveaux incidents. Le plan était élégant sur le plan psychologique. Plutôt que de confier à Patton un commandement de combat important pour l'invasion de l'Italie, ce qui l'aurait exposé à une surveillance médiatique constante et à des risques de controverse, Eisenhower le mit de facto à l'écart en Sicile. Patton conserva le commandement nominal de la 7e armée, mais celle-ci s'ouvrit systématiquement ses divisions au fur et à mesure de leur réaffectation à d'autres opérations. Patton passa des mois dans une splendeur isolée au palais de Paul-Armont, à l'instar de Napoléon sur l'île d'Elbe. Cette période d'exil servit plusieurs objectifs. Elle permit aux incidents de gifles de s'estomper des mémoires immédiates. Elle éloigna Patton des situations où il aurait pu susciter de nouvelles controverses, et elle prépara son déploiement ultérieur dans un rôle qui allait s'avérer inestimable, la désinformation. Lorsque la planification de l'opération Overlord s'intensifia début 1944, les services de renseignement alliés avaient besoin que les Allemands croient que le débarquement frapperait pas là plus tôt que la Normandie. Le plan de désinformation, l'opération Fortitude, nécessitait une menace crédible sur Calala, qui convaincrait les services de renseignement allemands de maintenir d'importantes forces sur place même après le début du débarquement en Normandie. Patton était parfait pour ce rôle précisément parce que les Allemands le considéraient comme extrêmement dangereux. Les services de renseignement alliés l'affectèrent au commandement du premier groupe d'armée des États-Unis, une force fantôme qui n'existait que sous forme de communication radio, d'installations factices et de faux rapports de renseignement. Des agents allemands rapportèrent que Patton entraînait une armée massive dans le sud-est de l'Angleterre. La reconnaissance allemande photographia des chars gonflables et des barges de débarquement en contreplaqué qui paraissaient réelles vues du ciel. Les services de renseignement allemands en conclurent que là où se trouvait Patton, c'est là que l'attaque principale alliée aurait lieu. La supercherie fonctionna à merveille, contribuant au succès du jour J en éloignant les réserves allemandes de la Normandie pendant des semaines cruciales après le débarquement. La gestion par Eisenhower des incidents de ce type démontra une compréhension fine des réalités militaires et politiques. Il avait protégé un commandant de combat inestimable tout en tirant le meilleur parti d'une situation malheureuse. L'exil de Patton en Sicile et son utilisation ultérieure dans des opérations de désinformation permirent à la controverse de s'estomper tout en maintenant sa disponibilité pour de futurs commandements au combat. Lorsque Patton revint finalement au combat, à la tête de la 3e armée en France en août 1944, il confirma tous les arguments avancés par Eisenhower concernant son indispensabilité. Sa percée en Normandie et sa traversée rapide de la France furent des exemples classiques de guerre de mouvement qui justifièrent les risques pris par Eisenhower pour préserver sa carrière, mais le prix de la protection de Patton fut considérable. Son écart de la course au commandement des forces terrestres et de la suprématie signifia que ce poste revint à Montgomery, dont l'approche prudente allait frustrer les commandants américains tout au long de la campagne d'Europe du Nord-Ouest. Patton fut écarté du commandement du 12e groupe d'armée, qui fut attribué à Omar Bradley, son ancien subordonné. Ces décisions reflétaient la réalité politique selon laquelle le comportement de Patton avait des conséquences, même lorsqu'Eisenhower le protégea des poursuites judiciaires le 21 novembre 1943, le commentateur radio Drew Pearson brisa le silence soigneusement entretenu autour des incidents de gifles. Lors de son émission du dimanche soir, Pearson révéla que le général George Patton avait frappé un soldat hospitalisé en Sicile, décrivant l'acte comme une agression brutale d'un officier supérieur contre un simple soldat sans défense. Pearson s'attribua l'exclusivité de l'information, alors que des dizaines de correspondants étaient au courant des incidents depuis des mois. Son émission déclencha la tempête qu'Eisenhower et les correspondants de guerre redoutaient. La réaction du Congrès fut rapide et intense.
Le représentant J. Johnson de l'Oklahoma qualifia les actions de Patton de méprisables et exigea des explications quant à son maintien au commandement. Le représentant Charles Ovin de l'Iowa, lui-même ancien combattant, déclara que les tyrans comme Patton n'avaient pas leur place dans l'armée américaine. Les éditoriaux des journaux, à travers le pays, ont condamné les incidents. Certains ont comparé Patton à des généraux européens autoritaires qui brutalisaient leurs propres soldats. Les critiques ont transcendé les clivages politiques, des voix libérales et conservatrices, exprimant leur indignation. Ce qui a compliqué la réaction politique, c'est la perception que l'armée et Eisenhower avait tenté de dissimuler l'affaire en étouffant l'affaire pendant des mois. Pearson et ses partisans ont fait valoir que le public américain avait le droit de savoir le comportement de Patton et que le fait de garder l'incident secret représentait une trahison des principes démocratiques. Cet argument a trouvé un écho auprès de nombreux citoyens qui se méfiaient de l'autorité militaire et s'inquiétaient des généraux agissant sans contrôle civil. Le fait que Patton soit resté à son poste semblait prouver que l'armée protégeait les siens, quel que soit leur comportement. Le secrétaire à la guerre, Henry Stimson, s'est retrouvé à défendre la gestion de la situation par le département de la guerre. Le 25 novembre, jour de Thanksgiving, il déclara aux journalistes qu'il n'avait eu connaissance que d'un seul incident de gifle initialement et qu'il attendait un rapport complet d'Eisenhower. Ces déclarations étaient techniquement exactes, mais ne parvinrent pas à apaiser la controverse. Stimson savait qu'il marchait sur un fil politique. Il devait défendre la décision de l'armée de maintenir Patton à son poste, tout en reconnaissant que le comportement du général était inacceptable. L'équilibre était fragile et les risques politiques considérables. En coulisses, Eisenhower est le chef d'état-major de l'armée. George Marshall s'efforçait de gérer la crise. Marshall envoya un message à Eisenhower qui reflétait parfaitement la position du ministère de la guerre. Il déclara avoir examiné la question d'un point de vue purement administratif. L'impact sur le commandement d'Eisenhower, sur la confiance des troupes et sur la confiance du public envers le ministère de la guerre devait être mis en balance avec un fait incontestable. Patton était le seul commandant de l'armée disponible possédant une expérience concrète des combats contre RAML et de la conduite d'opérations amphibies de grande envergure, suivies de campagnes d'exploitation rapide. L'évaluation de Marshall reflétait le calcul fondamental de l'establishment militaire. Gagner la guerre exigeait des commandants capables de mener à bien des opérations complexes. Patton avait prouvé qu'il en était capable. Aucun autre général américain ne possédait ça. Combinaison d'expérience, de compétences tactiques et d'instinct offensif. D'un point de vue purement militaire, le retrait de Patton affaiblirait les capacités offensives des Alliés à un moment critique. Marshall était prêt à affronter les critiques politiques pour préserver cet avantage militaire. Stimson reprit ce raisonnement dans une lettre au Congrès. Il affirma que Patton devait être maintenu en poste en raison de la nécessité de son leadership offensif et victorieux dans les batailles acharnées à venir avant la victoire finale. La formulation était délibérée. Stimson soutenait que sauver des vies américaines lors de futurs combats justifiait d'accepter le caractère imparfait de Patton. Ce calcul utilitariste séduisit de nombreux Américains qui privilégiaient la victoire à la conduite irréprochable de leurs généraux. D'autres le trouvaient moralement troublant, arguant qu'aucun objectif militaire ne justifiait de fermer les yeux sur les agressions contre les subordonnés. L'opinion publique fut partagée. De nombreux soldats et vétérans soutinrent Patton, affirmant que la guerre exigeait une discipline rigoureuse et que les critiques n'ayant jamais combattu ne pouvaient pas comprendre les pressions liées au commandement. Certaines familles de soldats prirent même la défense de Patton, notamment Herman Kool, le père du soldat que Patton avait giflé. Le 3 août, Kool écrivit à Washington pour déclarer que Patton devait être autorisé à continuer le combat et que son fils ne lui en tenait pas rigueur. Ce soutien de la victime elle-même compliqua le récit que Pearson et les détracteurs de Patton cherchaient à promouvoir. Mais de nombreux Américains restaient indignés, en particulier des mères qui craignaient que tout général qui frapperait un soldat pouvait en frapper d'autres. Ces incidents ont touché à un point sensible concernant l'autorité militaire et le traitement des simples soldats par les officiers d'élite.
Des éditoriaux se demandaient si l'armée accordait plus de valeur aux généraux qu'aux simples soldats et si les officiers opéraient sous des ordres différents.